5, 4, 3, 2, 1. Économie, chapitre 2. Chapitre 2. Bon, c'est clair qu'on l'a dit tout à l'heure, dans l'épisode d'avant, que au départ, l'homme, il faisait avec ses petites mains, et puis c'était des manufactures. On en a une belle dans la région, à Villeneuve. C'est quoi le nom Villeneuve, c'est un micro-village, mais qui en fait était une manufacture de l'époque de Louis XIV, qui était une manufacture de draps pour l'armée, et puis des choses comme ça. Et c'est marrant parce qu'il y a un arche pour y rentrer, comme à l'époque pour rentrer dans l'usine. Et le patron de l'époque était français. S'il n'avait pas été français, parce que c'est ce qu'il y a écrit, mais c'est écrit en Occident, il aurait pu marquer Arbeit, macht frei. Ouf. Là, tu retournes à des souvenirs. Eh oui, c'était ce qui était marqué dans les camps de concentration, les camps d'extermination et tout. Sauf que ce monsieur, au 19e siècle et puis au 20e siècle, parce que ça existait jusqu'en 1950, était un patron paternaliste. Donc quelque part un peu saint-simonien. Il avait construit une chapelle, il avait construit une école, il avait construit comme mini-hôpital. Les ouvriers vivaient presque bien là-dedans. Donc, mais c'était les manufactures au départ. Et puis après, la machine est arrivée. Si je peux me permettre, tu m'as parlé. Tu parles de quoi? Non, tu as parlé de Louis XIV. Oui, ça s'est créé sous Louis XIV. Il me semble sous Colbert. Que c'est sous Colbert. C'est Monsieur Colbert qui a créé, enfin en tout cas qui a lancé l'artisanat en France. Il me semble. Alors, non, les manufactures. Qui a lancé ça. Les manufactures, parce que l'artisanat existe pratiquement depuis les Gaulois. Le mercantilisme, monsieur. Parce que l'artisanat, c'est depuis pratiquement les Gaulois. Les Romains n'étaient pas bons en artisanat. Ces couillons, ils savaient même pas coudre. Donc en l'occurrence, c'est pour ça qu'ils portaient des toges, et puis qu'ils avaient des sandales avec des bandelettes comme chaussures. Alors que le Gaulois, lui, il savait déjà faire des tonneaux. Tandis que le Romain, il faisait des jarres. Alors du coup, évidemment, le vin dans une jarre, il y a pour le bouchon qui va avec, donc le vin était un peu dégueu, quoi. D'où toutes les herbes qu'il pouvait y avoir dedans, etc. Le Gaulois, en inventant le tonneau, il était plus malin. L'artisanat, c'est plutôt eux. Quant au négoce, ah non, le négoce, c'est pas Colbert, non plus. Le négoce, c'est les Juifs. Là, je renverrai à tout un tas de bouquins de Attali, au-dessus. C'est-à-dire, en fait, pas parce qu'ils étaient juifs, mais parce qu'ils étaient nomades. Ils avaient le droit que de faire le commerce, il me semble. Ah oui, les autres métiers n'étaient pas réservés aux juifs. C'est pour ça qu'ils avaient créé la richesse, en fait. Un petit peu ça. Ils créaient la richesse, et puis surtout, ils étaient nomades. Non, tout simplement. Ils allaient du producteur au consommateur. C'est-à-dire les distributeurs par excellence, les commerçants, à l'origine. Ce n'était pas que, mais c'était entre autres les juifs. Puisque les juifs, ils vivaient en pays arabe, pour faire vite, ce qu'on appelait l'Arabie heureuse, et puis des choses comme ça. Et puis donc, d'un caravansérail à un autre, c'est-à-dire d'une station d'autoroute à une autre, c'est eux qui alimentaient. Et en même temps, ils colportaient les nouvelles. Donc, c'est pour ça que Attali, c'est un des premiers qui a tout compris ce que c'était qu'une fake news. C'est pas lui qui l'a inventé, mais c'est ses ancêtres, quoi. Revenons-en aux machines. Le machinisme, ça a été la grande peur des ouvriers des manufactures, que le machinisme tue le travail, prenne le travail, puisqu'il est clair que là où il fallait 10 ouvriers pour fabriquer un objet, avec la machine, il fallait plus que 2 ouvriers, par exemple. Du coup, évidemment, il y avait 8 ouvriers qui se retrouvaient sur le carreau. Or, à l'époque du début de la révolution industrielle, il n'y avait pas la NPE, il n'y avait pas les ACDIC, il n'y avait pas... Donc le mec n'avait pas de chômage, le mec était mort, enfin, il devenait vagabond, c'était la catastrophe. Il fallait baisser le temps de travail. Pour autant, avant ça, le capitaliste, c'est-à-dire le patron, je ne parle pas du petit boulanger, du petit artisan, le patron, déjà de ce qui allait devenir une grande industrie. Ça avait commencé en Angleterre, milieu du 18e, et puis ça arrivait en France, en Allemagne. Bon, on a vu que le machinisme tue le travail, ouvrier, salarié, du moins c'était la grande peur. Mais, et là, les grands patrons, déjà grandes entreprises, les Schneider, les Devindel en France, et encore d'autres, ils ont compris que ça augmentait la productivité. Tu produis plus vite, mais en gros au même coût. Enfin, il y avait la machine, mais la machine,
elle n'est pas malade. Elle n'est pas feignante. Elle n'est pas enceinte. Elle n'est pas... etc. Elle n'est pas gréviste. Enfin bref, elle n'est pas casse-couille, la machine. Et du coup, ça a augmenté la productivité. Bref, pour fabriquer un objet, avant, il fallait 10 ouvriers. Là, il en faut 2. Et puis, avant, il fallait, je dis n'importe quoi, 100 heures. Et maintenant, il faut 10 heures. Du coup, évidemment, le gain, il est énorme. C'est le profit, disait le capitaliste. Marx dit, non, c'est la plus-value. Et il va falloir, alors du coup, les syndicats vont rentrer là-dedans dès 1895, soi-disant. En fait, non. La CGT n'est pas née en 1895. C'est la Bourse du Travail. La CGT, elle est née quand ? En 1902. Ok. Où ça ? À Montpellier. C'est à Montpellier que la CGT est née, en 1902. Et elle est née en combat contre le comité des forges, l'ancêtre du CNPF, l'ancêtre du MEDEF aujourd'hui. Bref, les bourgeois contre les bras nus. Mais les bourgeois au sens du capital. Mais oui, donc c'est pas bien nouveau, quoi. Et du coup, la CGT, au départ, c'était tout seul, hein. Il n'y avait pas 36 000 syndicats, il y en avait un. Et ben du coup, ils se sont battus, machin. Alors, jusqu'en 1909, ils sont restés anarcho-syndicalistes. C'était le grand soir. Ils voulaient tout faire péter. Et puis après, on dit, voilà, on va le jouer autrement, et on va le jouer à améliorer les conditions de vie, etc. Bref, ils ont commencé à réclamer diminution du temps de travail, ils ont commencé à réclamer de l'interdiction de travail des enfants, des trucs particuliers pour les femmes, etc. Puis, 1906, le dimanche, parce qu'il y avait un enfadé, en 1790, le Chapelier, qui avait fait la fameuse loi Le Chapelier, qui avait supprimé la totalité des congés. Il y avait 153 jours fériés à l'époque royale. C'était énorme. Et avec la Révolution française, 1790, 91, 92, etc., il y a 0 jour férié. C'est la CGT, etc., qui va refaire qu'au début, d'un coup, 52 jours, le dimanche, dans l'année. Okay. Déjà, c'est sympa. Puis, etc. Puis alors aujourd'hui, c'est presque du délire. On est quasiment les champions du monde, mais on a appris au monde le droit à la paresse. Le fameux droit de Paul Lafargue, quoi. Il paraît-il que les Français sont champions du rapport qualité-travail-temps investi. Productivité. Alors, champion du monde, je sais pas, faudrait peut-être regarder. Mais en tout cas, on est bon, en tout cas, a un bon rapport. Et oui, parce que le français est un excellentissime feignant. Mais feignant veut dire intelligent aussi. Je le pense. Par exemple, c'était à Lyon, il y a une 50aine d'années, à peu près. Et un gamin dans une entreprise que je ne citerai pas, qui s'appelait Casino, va trouver le DRH de l'époque, qu'on appelait le chef du personnel, et lui dit, monsieur, je suis payé pour faire quoi ? Le mec lui dit, t'es préparateur de commandes, t'es payé pour faire 5000 colis par jour. Et le gamin lui dit, mais quand j'ai fini mes 5000 colis, j'ai fini mon travail. Le mec lui dit, oui. Et il dit, mais et si je finis au bout de 6 heures au lieu de 8 heures ? Oh, bah tu te casses et puis t'es payé comme tes 8 heures. Et le gamin de le faire en 4h30. Ça ressemble juste à communisme. La CGT, pas content. Pas contente du tout, la CGT. Le gamin, content comme tout. Au lieu de bosser 40 heures par semaine, il en bossait 22. Il était payé 40. Il avait diminué son temps de travail à lui tout seul. Évidemment, il avait augmenté la productivité. Du coup, évidemment, le chef du personnel a dit aux autres, vous êtes tous des feignants, etc. Donc, le gamin, il avait été intelligent et peut-être pertinent pour lui, mais certainement pas pour la classe ouvrière. Ça, c'est clair. Toujours est-il qu'on est passé à une deuxième phase. Du machinisme, on est passé à la robotisation. Mais la vraie robotisation, celle que décrivait Isaac Asimov, ce biologiste américain qui s'était reconverti, entre autres, dans la science-fiction, un type génial, et qui a inventé les fameuses 3 lois de la robotique, reprises par les Japonais, depuis les années 60,
Parmi les lois de la robotique, il y en a une qui est assez géniale, qui est qu'un robot est programmé pour ne pas pouvoir s'en prendre à l'homme, ne pas pouvoir détruire l'homme, attaquer l'homme, etc., etc. Ces 3 lois ont été respectées toujours, sauf depuis quelques années, avec l'invention des drones. Les drones sont des robots. Et il y a des drones militaires qui bombardent les hommes. Normalement, d'après les 3 lois de la robotique de Asimov, il aurait dû être programmé pour s'autodétruire s'il avait l'ordre de tirer sur des gens. Donc là, il y a un petit problème. On se dirige vers ça. Ça y est, c'est déjà fait. Donc, du coup, là, Macron, Intelligence. au lieu de tirer avec des flashballs sur les manifestants, on se demande même pourquoi il n'envoie pas directement des drones. Ça ferait 0 blessé chez les policiers. Hein. C'est possible. Enfin, en tout cas, c'est faisable. Mais c'est faisable. Est-ce qu'il va le faire, pas le faire, c'est une autre histoire. Toujours est-il que durant tout ce temps-là, 1850 à nos jours, un gros siècle et demi, la hausse du niveau de vie a été vertigineuse. Un prolétaire d'aujourd'hui. Il veut s'embourgeoiser. Ah oui, un prolétaire d'aujourd'hui, un petit ouvrier, de merde, plutôt petit ouvrier. Il a un niveau de vie qui est nettement supérieur à un grand bourgeois de l'époque de Napoléon III. Si on revivait dans les mêmes conditions qu'à l'époque de Napoléon III, mais ce serait le paradis. Sans remonter à Napoléon III, se revivait comme en 1973, c'est-à-dire avant le début de la crise dont on a parlé dans l'épisode d'avant. On serait truffé de thunes. Pourquoi ? Il n'y avait pas d'ordinateur, il n'y avait pas de téléphone portable. On avait parfois une télévision dans la famille. On avait parfois une voiture dans la famille, etc., etc. Donc du coup, les coûts, notamment de communication, étaient réduits au possible. On prenait des vacances 1 fois par an. Et là, on allait dans la famille. On habitait en ville, et la famille habitait, enfin la vieille famille habitait dans la campagne, etc. Bref, les vacances coûtaient pratiquement rien. Maintenant, après, on a voulu partir 2 fois, l'été et l'hiver. Puis maintenant, on veut partir 4 fois, 5 fois, tout le temps. Ah oui, bon, d'accord. Le bien-être. Ça coûte très cher. Avant, on plongeait dans la mer. Oh, maintenant, je veux un yacht qui pourra aller avec pour plonger. Oh, tu déconnes, t'es ouvrier quand même. Bon, bref, là, il y a un problème. Mais en tout cas, Lénine, dès 1902, dans son petit ouvrage Que faire et dans d'autres, il le disait, il parlait d'embourgeoisement de la classe ouvrière, que le but de la classe ouvrière, c'était de s'embourgeoiser. Eh bien, aujourd'hui, c'est gagné. C'est fait. D'une certaine façon. Enfin, En tout cas, faut relativiser à 200%. Mais maintenant, avec la fameuse hausse des produits alimentaires qui devrait intervenir au tout début février, là, 2019. Alors, qu'est-ce qui va augmenter ? Le prix des pâtes ? Le prix des patates ? Le prix de... Non. Le prix du coca, le prix du Nutella, le prix de... Oh, bourgeois ! Bon, t'as quand même pas besoin de coca et de Nutella. Oui, mais ça me fait plaisir et tout, etc. Voilà, après, l'enfumage, il est que soi-disant, ce serait pour que les paysans vivent mieux. Je vois pas comment, en vendant du coca plus cher, les paysans vivraient mieux. Ceci étant dit, dans les années 80, 79 très exactement, puis après 80, 81, etc. Le libéralisme a connu une renaissance et s'est mondialisé. Via Thatcher, ce fut la première. Reagan, ce fut le deuxième. Chirac, ce fut le troisième. Puis, Mitterrand. Kohl. Hein, et puis Mitterrand et ses premiers ministres, pas Mauroy, le pauvre. Non, surtout Fabius. Okay. Et Edith Cresson. Oui, qui disait que la gauche n'était pas l'ennemi du capital. Ah bon, c'était nouveau, quoi. Toujours est-il que ils se sont servis de cette crise via le libéralisme pour délocaliser. Parce qu'à force, l'ouvrier français, il coûtait trop cher. Français, allemand, occidental, européen, il coûtait trop cher. Il suffisait de fermer l'entreprise. Par le biais, et Raymond Barre l'avait dit, il suffisait de faire un transfert des plus-values. C'est-à-dire pas fermer une entreprise qui va mal. C'est là, c'est foutu. Tu vas mais faire quoi ? De qui à qui le transfert ? Eh ben, tu le transfères à l'étranger.
Tiens, Délocalise. Renault, bah, tu fermes Renault en France, tu l'ouvres en Roumanie. C'est bon. Ou Au Maroc. au Maroc, ou D'accord. Maroc pour Adidas, on pourrait prendre multiples exemples. Et au lieu de payer ton ouvrier, si on disait en monnaie d'aujourd'hui, 1200 euros net, c'est-à-dire presque 2000 euros avec les charges, et puis etc., dans le pays lambda, il va coûter 200 euros. Et tes pompes, tes Adidas, eh ben, au lieu de les vendre, c'est n'importe quoi, 200 balles, tu vas les vendre 100 balles. Sauf que ça coûtait 10 fois moins cher. Qui c'est qui s'est fait niquer? Mais l'ouvrier, il est content, parce qu'avant, l'Adidas à 200 balles, il ne pouvait pas se la payer. Et maintenant, il va pouvoir se la payer. L'Adidas, ou là, je ne sais quoi, peu importe, quoi. Et vrai, pratiquement, dans tous les cas de figure. Et le terme vient de Raymond Barre. Lorsque je l'avais eu en cours, j'ai eu le bonheur de l'avoir eu en cours, il nous avait expliqué comment passer du chômage subi au chômage voulu. C'est-à-dire du chômage où tu n'as pas fait exprès, les entreprises qui ferment. Mais celle-là, parce que c'était... Parce qu'il nous l'expliquait, Barre. Et il nous disait, en France, on n'a rien compris. Au début, on faisait du frigidaire. Personne n'en avait. On a fabriqué des frigidaires, on a vendu des frigidaires, du coup, les entreprises de frigidaires, ils se sont gavés, etc., etc. Puis arrive un moment, une fois que tu as eu un frigidaire chez toi, ben, tu vas pas acheter un deuxième frigidaire, quoi. Les Japonais, oui, ils ont compris. Ah, frigidaire. On va faire, à la place du frigidaire, le congèle. Mais nous, on n'avait pas compris le congèle. Et en fait, ça pose tout ça deux problèmes. Qui dit problème dit éventuellement solution. Parce que le problème, c'est qui paye le chômage, qui paye tout ça, qui paye ce transfert complet de société, cette mutation. Le seul impôt universel qui existe pour l'instant, c'est la TVA. Qui apparaît comme étant la seule solution. Pourquoi? Parce que payé par tous. Or, le gouvernement d'aujourd'hui, fin janvier, début février 2019, fait envisager, dans le cadre du grand débat, par des... Suppression ou diminution. Non, il nous parle même de rendre l'impôt sur le revenu universel. C'est-à-dire que tout le monde, quels que soient ses revenus, paye son écho. Ça me semble de l'enfumage, c'est tellement simple de passer par la TVA. Bon. Mais on y reviendra après, parce qu'évidemment, faire passer par la TVA, ça veut dire augmentation de la TVA. Juppé, à l'époque, Il avait déjà commencé. avait déjà envisagé. Fabius avait vaguement parlé. Enfin, bref, il y a quelque chose de travailler là-dessus. Malheureusement, la droite a eu le malheur de parler de TVA sociale. Du coup, la gauche a dit non, c'est une horreur. Parce que c'était la droite qui l'avait fait. Donc là, donc depuis, du coup, la chose est bloquée. Voilà. Ça, c'est le premier problème. Puis le deuxième problème, c'est le travail changeant complètement, via le libéralisme et tout, il n'y en a plus. Du coup, le black se développe à fond. Alors maintenant, il y a un nouveau mot qui date d'il y a quelques semaines, le travail au gris, qui est du semi-black, parce que le français, il est malin, le français, le patron, mais l'ouvrier aussi, il est malin. Du coup, il y a le patron qui dit à l'ouvrier, écoute, je t'embauche, mais je te prends 10 heures par semaine. T'en bosses 40 ou 35, peu importe. Le reste, je te le donne au black. C'est le travail gris. Puis le travail black, le noir, voilà, c'est carrément, je te déclare pas, et tout. Bon. Oui, il faut être déclaré pour pouvoir avoir la retraite. Qu'est-ce que c'est que cet enfumage? Quand tu travailles et que tu payes tes cotisations, c'est pas pour ta retraite, c'est pour la mienne. C'est pour les autres. C'est pour la mienne. J'espère que vous allez travailler, mais sinon je vais l'avoir dans l'os. Enfin, le problème, il est là, c'est tout. Avec le travail qui diminue, de moins en moins de travail. Les retraités qui augmentent, le nombre de retraités. Ce n'est pas possible, ça ne peut pas fonctionner. Donc, soit on supprime l'État-providence, On arrive à l'ubérisation, enfin, je dirais... ou alors libérisation totale, et puis dans ces cas, chacun se démerde, comme aux États-Unis, et comme en Australie, et peut-être encore pire, comme au Japon. Mais au Japon, au lieu de gagner, on va dire 1200 euros, ils en gagnent 2000. C'est-à-dire que toutes les charges sociales et patronales qui ne sont pas payées, ils le touchent, puis après le Japonais se débrouille avec. S'il est prévoyant, il se fait dans une machin privé, une sécu, je sais pas quoi, puis s'il n'est pas prévoyant, il fait comme il veut. Supprimer le black. Comment faire? Solution. Il y en a une. C'est une bonne idée. Qui est la fin de la monnaie fiduciaire. Si tu supprimes la monnaie fiduciaire,
tu vas pas payer ton ouvrier au black avec ton smartphone ou avec ta carte bleue. Donc, du coup, ça supprimerait le black. Bon. Mais alors après, évidemment, ça va poser des problèmes, parce que ça va renchérir le coût du travail, du coup, il va falloir des nouvelles délocalisations. Ah non, il y aurait une autre solution, qui serait la relocalisation. Parce que les Chinois, ils sont sympas. Ils fabriquent des trucs topissimes, etc., etc. Bon, enfin, on sait le faire aussi. Bon. Et puis, il y a des trucs, je parle pas des téléphones, machin, ça, à la limite, on s'en fiche. Mais, je vais prendre un exemple. Des seringues. Pas pour shooter. Mais, à Montpellier, il y a un hôpital, 9000 salariés, hôpital régional, des seringues, je ne sais pas combien ils en utilisent par jour, des quantités phénoménales. Qu'on va acheter, je ne sais où, en Chine, à Taïwan, ou je ne sais pas où, peu importe. Et pourquoi il n'y a pas une usine qui fabriquerait des seringues à Montpellier? Même si elle est robotisée. Le PQ. Certes, on pourrait se torcher avec des feuilles de baobab, mais il faudrait faire pousser des baobabs. Bon, mais le PQ, tout le monde se torche le cul. Pourquoi aller acheter du PQ qui est fabriqué je ne sais où? On pourrait prendre des exemples comme ça. Bref, il y a des choses qui pourraient très bien être relocalisées. Okay. C'est ce que certains écolos appellent l'économie de proximité, les circuits courts, ou des choses comme ça. Il y a un problème qui était dans la presse de ces jours-ci. Il y a un énorme problème en Amérique du Sud, parce que les Occidentaux, notamment les Français, bouffent des avocats à longueur d'année, et notamment hors saison. Hors saison pour nous, c'est-à-dire en saison pour eux. Du coup, ils déforestent là-bas pour planter des avocats, pour qu'on puisse nous bouffer des avocats. Faut quand même être un peu con. On n'a qu'à bouffer des avocats quand c'est la saison, des tomates quand c'est la saison, et puis l'hiver, bouffer du chou-fleur, des artichauts, je sais pas quoi. Du saison, quoi, voilà. Oui, saison, et puis voilà. Bon, bref, du mécanisme à la robotisation, c'est pas fini, puisqu'on va pouvoir robotiser pratiquement tout. On a déjà commencé à robotiser la médecine. On peut maintenant consulter sur ordinateur un médecin qui vous facture les 23 € ou 25, je ne sais plus combien c'est la consultation de médecine, et c'est remboursé par la Sécu, etc., etc. Alors maintenant, si c'est pour des choses extrêmement graves, peut-être pas, mais pour un petit rhume, un machin, parce qu'il y a même des outils maintenant où avec l'ordi, tu pourras te prendre la tension, tu pourras te prendre la fièvre, etc., et du coup, le toubib... Si je peux me permettre, après la robotisation, je pense que là maintenant on est en train de la vivre, c'est la numérisation. Oui, c'est la phase suivante. D'où le nombre de révolutions industrielles dont je parlais dans notre session 1. Exactement. Donc on en est à... On ne sait même plus à quelle révolution industrielle, peu importe. Peu importe. Voilà. Et en fait, on s'aperçoit que le problème, si d'aventure problème il y a, c'est surtout que tout ça conduit à une disparition du salariat. Pas du travail, du salariat. Mais ça, ce sera l'objet de notre épisode suivant.